Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait débat. J'ai nommé, roulement de tambour, l'éducation à la sexualité. Alors, pourquoi? Déjà, pour commencer, je me doute que c'est un sujet qui risque de faire réagir. Donc, on va déjà tout de suite vous rassurer sur une chose. Quand on parle à l'école d'une éducation à la sexualité, en réalité, on parle d'une éducation à la vie relationnelle, sexuelle et affective. Je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de cours où on apprend spécifiquement la sexualité, dans le sens comme les pratiques sexuelles auprès des enfants. Voilà, donc on peut tout de suite lever ces croyances qui circulent à peu près partout en ce moment. Et surtout, je tiens à rappeler que si l'école ne fait pas cette éducation à la sexualité et à la vie relationnelle et affective, la vraie question c'est qui risque de le faire? Et le risque, c'est que ce soit de mauvaises choses qui soient véhiculées, notamment au travers par exemple de la pornographie, puisque on a beau dire que c'est interdit aux mineurs, on constate qu'il y a énormément de mineurs qui consomment de la pornographie, et donc l'école a un rôle à jouer, puisque l'école, je rappelle, ce n'est pas juste l'enseignement national, mais c'est l'éducation nationale, et donc oui, même si on est sur une sphère qui peut se référer au privé, ici on est surtout là pour montrer qu'est-ce que à l'école on va apporter de plus aux élèves. Donc là dans cette vidéo on va surtout essayer de voir comment l'école justement traite de cette question, quel est son rôle à jouer dans l'éducation justement de l'élève et surtout comment est-ce que les programmes sont faits pour qu'ils s'adaptent à l'âge des élèves, parce que rassurez-vous bien sûr, nous n'enseignons pas du tout la même chose auprès d'un public de maternelle et auprès d'un public de lycéens. Les programmes sont faits justement pour s'indexer sur l'âge. Donc nous allons pouvoir répondre à ces épineuses questions de qu'est-ce qu'on enseigne vraiment à nos enfants à l'école, dans les cours où il y a la PMI qui vient et où on parle de sexualité. Comme ça, on va lever le voile et on va tout de suite pouvoir souffler. Et c'est parti. Alors déjà, comme je le disais en introduction, remettons un petit peu les choses dans son contexte. Quand on parle d'éducation à la sexualité, on parle d'une éducation à la vie relationnelle et affective, et on n'est pas sur une éducation qui encourage des pratiques sexuelles. D'autant plus que quand on parle de sexualité, on parle de tout le spectre lié à la sexualité, qui est surtout la relation qu'on va avoir avec l'autre, l'éducation au consentement, le fait aussi d'apprendre à découvrir son corps et aussi à se protéger. C'est ça en fait que cela englobe. Surtout aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, les médias nous disent « Attention, à l'école, on va parler de sexualité » comme si c'était un fait nouveau. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout nouveau. C'est-à-dire que depuis 2001, il y a une loi qui dit que les élèves doivent recevoir 3 heures d'éducation à la vie relationnelle et affective à l'école. Généralement, ces 3 heures sont données au cours de leur scolarité dans le secondaire, et principalement en 4e, puisque en 4e en SVT, ils abordent la reproduction, et généralement c'est à cette occasion-là qu'on va avoir les personnes de la PMI, donc du planning familial. Alors, la différence qu'il y a, c'est que soit c'est le planning familial, mais qui est associatif, soit ce sont aujourd'hui davantage les centres de santé sexuelle qui vont venir, et on va avoir souvent une conseillère conjugale et familiale avec une infirmière et un personnel éducatif formé pour pouvoir parler avec les adolescents, pour pouvoir surtout les encourager à faire attention et leur expliquer quels sont les risques qu'ils peuvent encourir. Donc on est vraiment loin d'avoir des cours comme on peut des fois voir des gens sur les réseaux sociaux s'insurger en criant « Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants ?» Rassurez-vous, tout va bien. Ils trouveront pire tout seuls en fait. À l'école, c'est soft. Donc comme je le disais, on va avoir surtout des programmes qui vont être indexés sur l'âge des élèves. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas enseigner la même chose à un élève de l'école primaire qu'on va enseigner à un élève du secondaire. Et oui, il va y avoir des cours qui vont être axés sur cette thématique qu'on appelle la sexualité en primaire, mais en fait, en réalité, je pense que le mot est mal choisi. On devrait rester peut-être sur vie relationnelle et affective. Après, je suis pas forcément pour censurer et mettre un autre mot, donc je pense que c'est important aussi de mettre certains termes. Maintenant, rassurez-vous encore une fois, quand on est notamment à l'école primaire, on va davantage à être là à apprendre aux enfants à reconnaître son corps et reconnaître le corps de l'autre. C'est-à-dire, quel est mon corps ? Quel est le corps de mon camarade? Et surtout, quelle partie du corps, oui, j'ai le droit de toucher, quelle partie du corps je n'ai pas le droit de toucher, et surtout, tout ce qui est apprentissage de l'autre et du consentement, de ce qu'on a le droit de faire, de ce qu'on n'a pas le droit de faire, et
pour nous enseignants, c'est aussi intéressant parce que malheureusement, l'inceste existe et malheureusement, il y a certains enfants qui sont victimes et parfois, certains comportements, alors attention, hein, mettons pas des alarmes partout, mais parfois, certains comportements peuvent aussi être révélateurs de violences intrafamiliales. Donc, c'est important quand même de montrer aussi aux enfants que, bah oui, il y a des parties qui sont intimes, des parties qu'on n'a pas le droit de toucher, qu'un adulte n'a pas le droit de toucher, et donc, il faut qu'il puisse quand même mettre des mots, savoir les nommer si jamais il n'est pas d'accord. Alors, voilà. Donc, c'est plutôt vraiment de dire aux enfants d'apprendre, est-ce que tu as envie, en fait, est-ce que tu peux verbaliser, est-ce que tu peux apprendre aussi à dire non si tu n'as pas envie que la personne te touche. Ensuite, au collège, on va davantage être sur l'apprentissage du respect, de vraiment cette notion de consentement et des premiers émois amoureux et de la vie relationnelle et affective. Et on va aussi être sur le volet un peu préventif. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai accompagné des séances auprès de la PMI et des membres du centre de santé sexuelle. Généralement, bon, ça peut changer en fonction des établissements. Ça peut arriver, enfin souvent ce qu'on fait c'est qu'on sépare les filles d'un côté, les garçons de l'autre, et ensuite on a une mise en commun ou on a une mise en commun avant. L'idée étant qu'ils puissent s'exprimer dans un espace où c'est un petit peu plus facile pour eux de s'exprimer. Après je sais que tout ce qui est question de la non-binarité ou des personnes qui sont transgenres et qui se questionnent sur leur identité de genre, ça peut être problématique cette question de non-mixité. Voilà, la mixité a ses avantages, la non-mixité a ses avantages, les deux ont leurs désavantages, donc c'est toujours compliqué. Et puis malheureusement c'est toujours pareil, on est pris par le temps, par l'argent aussi qu'on peut consacrer aux intervenants. Mais l'idée voilà c'est qu'on travaille ici sur la prévention, notamment les IST, les risques aussi en cas de grossesse, et pour expliquer quelles sont les mesures à prendre, où est-ce qu'on peut trouver la pilule d'urgence par exemple si on est tombé enceinte, qui on peut aller voir, et d'expliquer aussi, aussi bien aux filles qu'aux garçons, ce que ça implique, le potentiel risque d'avoir une grossesse à 13-14 ans, voilà. Et je sais, certaines personnes vont dire, bah ouais, mais bon, on leur en parle un peu trop tôt. Non, je vous assure, je travaille dans un établissement scolaire. Alors oui, bien sûr, il y en a qui à 13 ans sont ultra innocents et qui vraiment nous regardent comme si on était en train de leur dire un truc aberrant. Mais il y en a, ils sont pas du tout innocents. Et en fait, bien sûr, il y a une question de maturité en fonction des différents enfants. Mais l'idée, c'est pas encore une fois d'être dans de la pratique, c'est plutôt de leur dire ça existe, voilà ce qui existe et voilà si jamais ça t'arrive, qu'est-ce que tu peux trouver. Tu peux aller à la pharmacie, on est obligé de te délivrer la pilule d'urgence par exemple. Le préservatif c'est gratuit en pharmacie pour les mineurs, voire même les moins de 26 ans je crois. Donc voilà, qu'ils sachent que ça existe. Nous on est là pour donner des informations. Après, ils s'en saisissent pas. Nous on a donné les infos. Et du coup quand on est au lycée, on est plutôt sur quelque chose de plus approfondi, notamment toutes les questions qui sont beaucoup plus liées au désir, plaisir dans une relation sexuelle, parce que consentir c'est une chose, mais consentir ne veut pas forcément dire éprouver du plaisir, donc là on est plus sur cette notion justement liée au désir et au plaisir qu'on peut trouver dans une relation. Sur les questions aussi d'identité de genre, alors on l'aborde aussi au collège bien sûr, mais au collège des fois, il y a certains élèves qui savent déjà leur orientation sexuelle, leur orientation de genre, mais on est encore un peu petit, donc souvent c'est beaucoup plus abordé au lycée, parce que là on est plus sur une construction identitaire, et on peut aussi parler par exemple, parce que là je parle de sexualité, mais c'est aussi l'occasion de parler d'asexualité, le fait de dire que tu as aussi le droit de ne pas avoir envie plus tard de relations sexuelles ou de relations affectives et relationnelles. Enfin, relationnelles, peut-être pas, parce que... Est-ce qu'on peut ne pas avoir envie de relations relationnelles? Oui, tu peux être associable, t'as le droit. Après, je sais pas, parce que philosophiquement, on nous dit quand même que l'homme est un animal sociable. Bon, rien à voir avec la sexualité, donc on va arrêter ce débat. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, on a le droit de ne pas avoir envie de relations romantiques avec quelqu'un. Voilà, c'est tout. Même si je rappelle que l'amour s'exprime sous plein de formes différentes. Quoi qu'il en soit, gardez à l'esprit que c'est encadré, il y a des programmes, on ne fait pas et on ne dit pas n'importe quoi dans les cours d'éducation à la sexualité. Voilà. Pourquoi du coup c'est important surtout d'en parler? Parce que c'est surtout ça la vraie question pour moi. C'est-à-dire que parmi justement les débats qu'on peut entendre, c'est faut pas en parler parce que déjà ça concerne pas l'école, ça ils en parleront dans la sphère privée ou à la maison. Très bien, je suis très contente de savoir qu'il y a des gens chez qui la parole est ouverte et qu'il n'y a pas de tabou et que vous pouvez parler avec vos parents et avec vos frères et sœurs, vos cousins, vos nièces, vos amis, enfin peu m'importe. Le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que il y a des familles où c'est totalement tabou. Et le problème du tabou, c'est que quand ensuite on est confronté à la problématique,
Le risque, c'est que ce soit là qu'on ait des dérives. Des personnes qui, par exemple, vont se retrouver dans des relations qui vont être toxiques, qui vont pas se rendre compte, soit parce que malheureusement ils ont un modèle similaire qui fait qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont dans ce schéma-là, soit qu'ils vont accepter des pratiques aussi parce qu'on va leur dire c'est comme ça, c'est normal, alors qu'en fait ça ne l'est pas. Donc il y a des familles avec qui c'est facile de parler, des familles avec qui c'est plus complexe. Et j'ai envie de dire que même dans une famille avec qui c'est facile de parler, avec qui vous vous entendez bien avec vos parents, moi personnellement, bonjour papa, maman si vous passez par là, j'avais pas spécialement envie de parler de ça avec mes parents en fait. Voilà. Je suis pas sûre que mes parents aient envie de parler de ça avec moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On en parle avec nos copains, copines, ou pas? Parce que des fois, on n'est pas très à l'aise sur le sujet. Donc, des fois, d'avoir un enseignant ou un professionnel, infirmier, conseiller conjugal et familial qui en parle, on n'est pas obligé, nous, de poser des questions. Mais par contre, on a des infos. On peut rester muet, faire celui qui n'est pas intéressé, mais emmagasiner. Et l'information, c'est hyper important, justement, pour aller contre la désinformation. Et donc, c'est aussi de la prévention. Donc, on est vraiment sur, ici, important pour prévenir des risques, pour expliquer aussi les moyens contraceptifs qui peuvent exister, pour expliquer aussi que si on ne ressent aucun désir sexuel, oui, on a le droit, ça peut être normal, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas quelqu'un de bizarre, ou qu'à l'inverse, si on a des envies, c'est normal aussi, c'est hormonal, voilà, que la sexualité, c'est pas grave, que ça fait aussi partie de la construction, pour parler du corps, pour parler de l'émotionnel, pour parler des émois amoureux qu'on a quand on est adolescent, et pour avoir en fait tout simplement un espace de discussion aussi où on peut poser des questions liées à des inquiétudes. Alors quand je dis ça, j'ai bien conscience que c'est pas forcément dans un cours que les élèves arrivent facilement à poser des questions sur vraiment des choses qui puissent les perturber. Après, ça dépend l'élève, parce que moi j'ai vu, je me suis occupée d'un groupe de filles et d'un groupe de garçons, il y a un groupe de garçons, ils étaient très libérés niveau parole. Alors, nous, des fois, ça peut nous poser question en tant qu'adultes, de se dire, à 13-14 ans, ils connaissent beaucoup de choses quand même. Voilà, donc là aussi, ça peut nous alerter, nous professionnels, de nous dire « Ah, beaucoup de connaissances », donc soit il fait le fanfaron parce que son grand frère a parlé de quelque chose à la maison, soit il a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir à son âge. Voilà. 3 petits points. Soit il essaye en fait juste de se faire remarquer par ses copains. Soit ce sont des réelles interrogations, des réelles problématiques qui peuvent se poser. Je vous prends un exemple, par exemple un élève qui demandait si son pénis allait continuer à augmenter en taille parce qu'il était trop petit. Et en fait, ça peut nous faire sourire, nous adultes, mais c'est des vrais questionnements qui des fois ont un impact sur l'émotionnel, sur la psychologie de l'adolescent qui en fait peut se sentir mal parce que le problème, encore une fois, c'est possible qu'il ait vu des images aussi, c'est que certaines images qu'il a pu voir sont pas correspondantes par rapport à ce que lui vit et du coup ça peut l'inquiéter. Donc ça peut être important aussi d'avoir un espace d'écoute, de savoir aussi qu'il y a des gens qui peuvent être amenés à écouter sa problématique et qu'on ne va pas le juger, le ou la juger d'ailleurs pour les deux. Mais voilà, de savoir que ces questions, si on a envie de trouver des informations, on peut les trouver quelque part et surtout on peut les trouver auprès de personnes qui seront aptes à nous répondre sans jugement et sans tous les biais qu'on peut trouver à d'autres endroits. Voilà. Et oui, parce que la vraie question c'est si l'école ne le fait pas et les parents ne le font pas, qui le fera? Moi j'ai une petite idée sur la question. Faut savoir quand même une chose, c'est que quand on crie à l'ayatollah du « Oh là là mon Dieu, l'école qu'est-ce qu'elle va enseigner ?» Oui alors, sauf que sachez une chose, ce que l'école ne dit pas, eh bien, les élèves, ils vont quand même aller chercher, en fait, parce que la sexualité, ça fait partie du développement, en fait, d'un être humain. Voilà, la sexualité, ou le fait de ne pas avoir envie de sexualité, ou en tout cas, le relationnel avec les autres, et surtout à l'adolescence, on se pose beaucoup de questions, c'est là où se construisent les premières relations. Donc, en fait, ce qui risque de se passer, c'est que votre adolescent, il va chercher ses réponses à ces questions, parce que voilà, il va en avoir besoin. À un moment donné, il va se poser des questions et du coup, il va chercher les réponses. Et s'il n'y a pas quelqu'un en face pour pouvoir lui fournir ses réponses, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, je pense que vous le voyez venir à 1000 à l'heure. Il va aller chercher ça sur Internet. Donc, notre ami Internet ou notre nouvel ami ChatGPT, parce que ça aussi c'est la grande mode, donc on peut poser plein de questions. Le problème du coup, c'est que Internet regorge de désinformation, mais regorge aussi malheureusement d'accès à des sites qui ne sont pas du tout normalement ouverts aux mineurs. Sauf que le site en question dit « Avez-vous 18 ans ?» Il suffit de cliquer sur « Oui ». Voilà, nous avons passé la barrière du site. Ah, super. Sauf que du coup, les jeunes sont de plus en plus confrontés à ces images pornographiques, de plus en plus tôt, surtout, et aussi
à certains défis, excusez-moi de l'expression, mais à la con, qui tournent sur les réseaux sociaux, pour ne pas en citer un par exemple, notamment avec, vous savez, plein de vidéos, des défis que les gens se lancent, par exemple montrer son pénis en plein milieu d'une vidéo random, donc bah super pour l'image qu'on voit d'un coup jaillir et qu'on n'avait pas du tout envie de voir. Il y a la pornographie surtout qui véhicule des messages qui sont en fait complètement contraires à ce qu'est une relation sexuelle. Il y a de plus en plus de jeunes qui ont des problèmes lorsqu'ils démarrent leur vie relationnelle et affective parce que ils pensent que ce qu'ils ont vu dans le porno, c'est la réalité. Et d'ailleurs, à ce titre, j'ai fait une formation il y a pas longtemps. Et je sais pas si vous voyez mon super badge qu'ils nous ont fait. Le porno, c'est pas la ref. Donc ça veut dire, la pornographie, c'est pas la référence. Parce que pourquoi? Parce que la pornographie, c'est du cinéma. Les personnes qui travaillent du coup dans le milieu de la pornographie, qu'on appelle des performeurs, ce sont des acteurs. Donc comme tout film, c'est un montage. C'est-à-dire que il va y avoir des choses qui vont être de manière cinématographique, en réalité un peu augmentée. C'est-à-dire que déjà, bah, la fin d'un acte sexuel va être filmée au début et ensuite ça va être placé à la fin selon le montage qui est fait dans le film. Ensuite, il y a des pratiques surtout qui sont montrées dans la pornographie qui sont de plus en plus trash, de plus en plus violentes. Un non-respect de la femme, ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous le faire en mille pour que vous le compreniez. Donc déjà, il n'y a pas forcément toujours du respect du consentement. Il y a des pratiques qui en fait sont très violentes et qui font que le cerveau, notamment quand il est en construction, et qui voit ces images, bah, soit peut avoir de l'addiction qui est véhiculée à ces images-là, soit peut avoir un effet contraire qui est que, en fait, à force de voir des images qui sont ultra violentes pour pouvoir être stimulé sexuellement, quand vous vous retrouvez dans une relation avec votre partenaire pour la première fois, vous n'avez pas cette même stimulation qui est faite. Donc il y a de plus en plus de garçons qui ont des problèmes, excusez-moi, mais d'érection. Et donc du coup c'est compliqué parce qu'ils sont confrontés à de l'impuissance, du coup ils se sentent mal et ils pensent qu'ils ont un problème. Alors qu'en fait ce sont toutes ces images et cette stimulation qui a fait ça. Là je parle de la pornographie, je parle de l'image, mais la problématique peut se poser aussi vis-à-vis de la lecture. Dans une autre vidéo je parlais de la dark romance. La dark romance véhicule des images, alors par la lecture ok, mais véhicule quand même des images dans l'imaginaire qui font que on serait capable de tolérer le fait que le gars, bah, il nous enlève, il nous enferme, il nous séquestre, mais bon, après tout, il a un passé sombre, donc on le pardonne, et puis voilà. Et installation de relations toxiques et compagnie. Donc, la dark romance, la pornographie, tout ça, malheureusement, ça véhicule des messages qui sont pas forcément positifs et qui sont loin d'aider pour la construction d'une relation. Et malheureusement, c'est ce qu'on trouve en majorité quand on cherche en fait des informations sur la sexualité. Après, on peut fouiller un peu plus, hein, bien sûr, hein, si on est quelqu'un qui se débrouille assez sur les réseaux et qui veut aller vers des choses un petit peu plus safe, on peut trouver heureusement sur internet et sur les réseaux sociaux des sites qui parlent de sexualité et qui sont beaucoup mieux que la pornographie, beaucoup plus réaliste. Mais malheureusement, soyons sincères et honnêtes avec nous-mêmes, on sait bien que nos élèves, c'est pas sur ces sites-là qu'ils vont aller en priorité. Donc, il faut qu'ils puissent savoir où est l'information à trouver si jamais ils ont besoin de la poser. Et encore une fois, nous là, à l'école, on est là pour donner des clés. On donne des clés. On pose la clé, après l'élève s'en saisit pas. L'idée, voilà, encore une fois, c'est au moins, il a l'information. Donc, pour résumer tout ça, non, rassurez-vous, l'école ne vole pas l'innocence des enfants. Les enfants, ils ne sont pas si innocents que cela. Voilà. Alors il y en a, bien sûr, encore une fois, hein, qui à 12-13 ans, quand on arrive avec les gens de la PMI, nous regardent en nous disant « Ah non, 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 mais de quoi vous parlez ?» Voilà, qui sont très naïfs et très innocents. Et tant mieux, moi je suis contente de savoir qu'à 12-13 ans, il y a encore des gens naïfs et innocents. Mais malheureusement, faut pas oublier qu'aujourd'hui, malheureusement, et je dis vraiment malheureusement, et pourtant je ne suis pas contre les écrans et je ne suis pas contre les réseaux sociaux, loin de là, je veux dire, je les utilise en permanence, mais par contre, ils sont rendus accessibles beaucoup trop jeunes et pas forcément avec des limites et du contrôle. Et ça, c'est grave. Parce que y a de l'addiction qui se crée aux écrans, mais ça, si on met ça de côté, il y a surtout que on trouve de tout et son contraire sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de clichés qui sont véhiculés. Je vous encourage d'ailleurs à ce titre à aller voir la série Adolescence qui a été réalisée où justement on est sur toutes les dérives qui sont liées au masculinisme, aux garçons qui notamment ont des très mauvaises représentations des filles, ça peut aller et aux mêmes du coup qui pour eux
sont dans cette idée de toujours devoir être viril, sauf que bah, qu'est-ce que ça veut dire être viril? Enfin, ne pas respecter l'autre, c'est pas être viril, enfin excusez-moi, mais voilà. Donc voilà, la série est vraiment très bien faite pour ça, et aussi sur tout l'impact justement du masculinisme sur les garçons, tout l'impact des réseaux sociaux aussi que ça peut avoir. Enfin, alors je sais que les épisodes sont un peu longs et que la chute est un peu particulière, mais vraiment j'ai trouvé qu'elle était très bien faite. Alors après je sais il faut avoir Netflix, mais voilà. Mais il faut voir une chose encore une fois, c'est que les élèves en fait ils ont souvent l'information. Alors il y en a plein qui vous regardent vraiment genre je ne sais pas, je suis un être innocent. Mais quand vous les entendez parler, vous voyez bien qu'ils sont pas si innocents que ça, ou en tout cas qu'ils entendent bien des choses. Nous, en tant qu'enseignants, on a aussi un rôle éducatif à jouer, qui est important d'amener. Et voilà, et encore une fois, on est là pour apprendre avant tout à se découvrir, s'accepter, ne pas se juger, être dans un relationnel, dans du consentement. Et pour terminer cette vidéo, parce que je pense que c'est important quand même de le dire, si jamais vous voulez travailler justement sur le consentement avec les élèves, et que vous ne connaissez pas encore cette vidéo parce qu'elle est juste extraordinaire, allez regarder la vidéo sur le thé. Genre vraiment, je trouve qu'elle est géniale. Et les élèves, ils comprennent trop bien. Si vous avez du mal à comprendre le mot consentement, alors imaginez qu'au lieu de vouloir un rapport sexuel, vous vouliez offrir du thé. Vous dites « Eh, ça te dirait une tasse de thé ?» Et si la personne vous répond « Putain ouais, j'ai grave envie d'une tasse de thé, merci », alors ça veut dire qu'elle veut la tasse de thé. Si vous dites « Eh, tu veux une tasse de thé ?» et que la personne vous répond « Je sais pas, peut-être, mais je suis pas vraiment sûr », alors vous pouvez lui préparer une tasse de thé, ou non, mais soyez bien conscient qu'elle n'en voudra peut-être pas. Et si elle ne veut pas boire votre thé, c'est là que ça devient important, ne la forcez pas à boire. C'est pas parce que vous avez préparé du thé que vous devez forcer les gens à le boire. Voilà. C'est quand même ultra parlant, je trouve, pour parler du consentement. Donc vraiment, regardez-la. Donc voilà, au lieu de voir l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle comme un danger, voyons-la plutôt comme une opportunité de donner à nos jeunes des clés pour comprendre et pour pouvoir se construire et se respecter. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous laisse vous abonner à la chaîne YouTube et mettre un petit commentaire pour qu'on puisse en discuter et voir ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.